quelle mobilité dans le futur, quelle place occupera la voiture dans la mobilité de demain et dans les méga-cités qui nous attendent, puisque si on prend quelques chiffres, mais vous les connaissez certainement, en 2050, nous serons à peu près 10 milliards sur Terre, dont 80% qui vivront dans des méga-cités. L'enjeu des déplacements est donc crucial dans ce qu'on appelle déjà les futures Smart Cities. Alors on va en parler avec à mes côtés différents invités, vous les découvrirez tout au fil de cette soirée. Et on va commencer pour planter le décor avec les trois personnes qui sont à mes côtés. Trois acteurs majeurs du secteur. Il y a Vincent Salimon, que vous pouvez applaudir, bien entendu, président du directoire de BMW Group France. Nadège Scapin, vous pouvez continuer, directrice des marchés entreprises de Carglass France. Et Agnès Dumège, directrice marketing produit chez Total, marketing et services. Ravi déjà de commencer avec une majorité de femmes parmi les invités. C'est plutôt bon signe dans le secteur de l'automobile. Ça n'est pas si fréquent. C'est la parité puisqu'on est 2-2 là pour commencer. Alors, je vais débuter avec chacun d'entre vous. Alors, Vincent, peut-être prenez le micro, voilà, parce qu'il va falloir qu'on se passe les micros. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce sera la même question pour vous trois, mais par rapport à cette problématique, par rapport à cette thématique, Vincent, sur la mobilité de demain et la place de l'automobile, qu'est-ce que vous attendez de la table ronde que nous allons avoir? Alors, d'abord, on vit une période vraiment très intéressante aujourd'hui dans l'automobile, en termes de mobilité, en termes d'émissions, puisque vous savez qu'il y a WLTP qui est en train d'arriver et autres. Mais sur l'automobile et la mobilité, BMW se positionne aujourd'hui comme une société high-tech de services et de solutions de mobilité, justement. Et donc moi, ce qui m'intéresse, et notamment parce que j'ai eu la chance hier de participer à une réunion avec Anne Hidalgo, Bruno Juliard, Jean-Louis Missica de la mairie de Paris, pour parler de la mobilité en ville dans l'avenir et notamment du futur d'Autolib ou des solutions alternatives par rapport à Autolib. BMW a une solution aujourd'hui avec DriveNow et j'aimerais savoir si c'est une solution qui est suffisante ou il faut aller encore plus loin parce que, de toute façon, vous l'avez dit, moi j'avais 70% en tête, vous avez dit 80%, mais dans tous les cas, on sera majoritaire dans les villes, donc il est vraiment très important de trouver des solutions pour fluidifier le trafic. Et la deuxième question, et je suis persuadé, en tout cas la question que j'ai, mais je suis persuadé qu'elle vous intéresse, c'est quid de l'avenir du diesel, parce qu'il y a beaucoup de constructeurs qui se font fort de crier haro sur le diesel. La solution de BMW est complètement différente, ou la position de BMW est différente. C'est que les 4 motorisations électriques, hybrides rechargeables, essence, diesel sont importantes. Et donc j'aimerais voir ce qu'en pensent les intervenants et qu'on puisse échanger sur ce point. Et la question sera posée effectivement à François Roudier, notamment du côté des constructeurs, parce que je pense qu'il y a une chance pour que toutes les motorisations aient encore leur mot à dire dans les années qui viennent, mais on demandera ça aux spécialistes, bien entendu. Nadège Scapin, du côté de Carglass, donc vos attentes par rapport à cette problématique, comment est-ce que vous envisagez finalement ce futur de la mobilité ? Alors déjà, quand on parle de futur de l'automobile dans les grandes métropoles, dans les villes, je dirais que c'est la voiture de demain finalement qui va nous interpeller, nous interpelle au quotidien. Je suis ravie puisque les réparateurs ne sont pas forcément ou régulièrement sollicités sur ces sujets. Donc Carglass en particulier, c'est notre vie, c'est notre quotidien évidemment, c'est notre actualité en permanence parce que toutes ces évolutions, que ce soit le parc automobile en tant que tel, que ce soit le type de véhicule, son usage, là où il va se déplacer, finalement, c'est encore une fois notre perturbation, notre préoccupation au jour le jour. Ça va nécessiter forcément une façon de travailler différente, plus agile évidemment. On imagine, et on le sait encore une fois déjà aujourd'hui, que ça impose d'enrichir notre offre, la façon dont on va proposer nos services. Et j'ai très court terme, puisque c'est vraiment notre quotidien, et on le partage avec vous tous dans la salle, et quand nous intervenons évidemment sur les véhicules de vos conducteurs, toutes ces technologies embarquées aujourd'hui sur les vitrages, c'est une problématique d'aujourd'hui qui va être encore plus forte demain. Donc oui, ça nous interpelle. Évidemment, toutes ces évolutions comptent pour nous et nous sommes concernés. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est dedans. On est dedans déjà depuis quelques années, donc on n'a pas attendu pour y réfléchir, mais clairement,
c'est notre enjeu de demain pour toujours délivrer le meilleur service. Et ce soir, en particulier, la question pour moi, c'est merci aux futurs intervenants et à mes voisins d'alimenter en fait ces réflexions pour nous aider à avoir toujours ce quart d'heure d'avance et être en capacité encore une fois, de délivrer le meilleur service. Donc, ravi et hâte de partager tous ces échanges. Et c'est vrai que de toute façon, on a le sentiment aussi que les choses s'accélèrent, que le timing se resserre sur les nouvelles technologies autour de l'automobile. On l'évoquait avec Vincent Salimon, mais je vais me tourner vers vous, Agnès Dumège, puisqu'on parlait du diesel tout à l'heure. Vous êtes au cœur avec Total, évidemment, des préoccupations liées aux différents carburants. Mais par rapport à cette mobilité de demain et la place de l'automobile, qu'est-ce que vous pouvez attendre, vous, de ce qu'on va se dire ? Eh bien, Total s'est clairement positionné comme un énergéticien au service de tous ses clients. Et bien sûr, nous avons besoin d'écouter et d'ajuster nos positions aux évolutions du marché qui s'accélèrent en ce moment. Nous avons choisi de répondre à cette diversité des solutions par un élargissement de notre offre en produits, mais aussi par l'amélioration de l'existant, de notre offre en diesel avec des diesels de qualité différente. L'incorporation des biocarburants contribue également à la mobilité durable. Nous savons que les besoins seront différents selon les lieux. Il y aura les besoins pour les villes, des besoins pour les longs trajets, les besoins pour les courtes distances. Et nous savons que notre offre ne sera pas la même dans toutes nos stations et nous devons l'adapter. Voilà. Et c'est pour ça que nous sommes vraiment à l'écoute des besoins. Je pose à nouveau quelques éléments de contexte qui permettent d'envisager le transport, la mobilité et la ville de demain en reprenant quelques études qui sont sorties ces derniers mois. Vous les avez peut-être lues. En 2050, les voitures autonomes seront majoritaires sur le marché, mais elles ne seront pas toutes électriques, et ça, on va y revenir. Cette autonomie de conduite devrait libérer 50 minutes de temps libre dégagé par jour en moyenne. Ça fait un peu rêver, surtout en région parisienne, quand on imagine le temps qu'on passe en voiture. On verra ce qu'on peut y faire dans ces voitures, dans ces cas-là. Et puis la voiture autonome permettra de faire tomber les accidents mortels sur les routes de la 2e cause de mortalité aux États-Unis, mais ça doit être à peu près la même chose chez nous, à la 9e place. Voilà ce que disent les études pour l'instant, celles qui se penchent sur demain. Georges Amar, j'ai envie de commencer avec vous par poser un peu le diagnostic. Vous avez baptisé, Georges, la période que nous vivons de rupture conceptuelle. Et ça s'applique spécifiquement aussi à la mobilité et au rapport avec la ville. Qu'est-ce que c'est que cette rupture conceptuelle ? Des ruptures conceptuelles. Et je pense que l'exercice de prospective que j'essaie de pratiquer, c'est de réfléchir au futur. Il ne suffit pas de voir quelles sont les tendances. Parce que les tendances, c'est ce qui est, disons, le fil de l'eau ou le plus probable. Il est tout aussi important de s'intéresser aux ruptures, c'est-à-dire à ce qui va changer en profondeur. Alors, on parle aussi de nouveaux paradigmes, de changement de paradigme. Je veux simplement donner 1 ou 2 exemples pour savoir qu'est-ce que ça veut dire vraiment, en quoi c'est un choc, une rupture conceptuelle, en quoi une rupture conceptuelle, ça n'est pas de l'amélioration, ça n'est pas l'innovation, c'est beaucoup plus que ça. Alors j'en prends 2 exemples assez simples. Au fond, le plus banal, parce qu'on l'a tous dans la poche, c'est le smartphone. Et tout le monde a bien compris qu'un smartphone, c'est quelque chose de très spécial, parce qu'un smartphone, c'est pas un téléphone amélioré. Un smartphone, ce n'est pas un téléphone innovant. Ce n'est pas un téléphone excellent. Un smartphone, il est très important d'ailleurs de le comprendre, un smartphone, ce n'est pas un téléphone. Vous voyez, ça a l'air étrange. On sait très bien aujourd'hui que l'usage phonique, c'est 10%. J'étais dans le train tout à l'heure, tout le monde a un smartphone, tout le monde est sur son smartphone, personne ne téléphone. Donc qu'est-ce que heureusement d'ailleurs. Heureusement. Mais alors, vous voyez, on a un objet extrêmement étrange. Qu'est-ce que c'est qu'un smartphone ? Si vous vous posez la question, vous verrez que nous ne savons pas ce que c'est qu'un smartphone. C'est ça une crise conceptuelle. Les choses ne sont plus ce qu'elles sont, pour dire ça bêtement. Vous voyez ? Les choses sont complètement... Ceci n'est pas un téléphone. Voilà. Alors, retenez cette formule. Ceci n'est pas. Parce que vous allez voir que ça va s'appliquer à énormément de choses, y compris à la voiture. On va en parler au fur et à mesure. Ça me fait penser à un peintre, ce que vous dites là. Ça me fait penser absolument. Vous connaissez sans doute le fameux tableau de René Magritte. Voilà. Ceci n'est pas une pipe. Je m'en sers souvent dans mes conférences comme étant l'emblème de notre situation. Ceci n'est pas. Vous voyez, on est en plein là-dedans. Je donne un 2e petit exemple pour nous rapprocher un peu du transport. Vous savez, d'ailleurs, avec les grèves de la SNCF, on a pris l'habitude, c'est assez curieux. La SNCF elle-même fait la promotion du covoiturage. Elle vous indique
Comment trouver du covoiturage? Bon, c'est assez curieux. D'ailleurs, la SNCF a racheté une société de covoiturage, les RATP a racheté, etc. Bon, et tout ça, ce sont des indices qui nous montrent que la séparation entre le transport public et le transport individuel est de moins en moins pertinente. Alors, pour bien comprendre, c'est important de comprendre ce qui se passe. C'est pas simplement des arrangements, des organismes. Non, c'est vraiment, encore une fois, des changements paradigmatiques profonds. Et parfois, on ne le voit pas. Alors, pour bien le voir, mon travail de prospectiviste, c'est de donner un nom aux objets conceptuels qu'on ne voit pas bien. Et là, l'exercice était intéressant à faire, donc j'ai fabriqué un petit nom, pas très joli d'ailleurs, hein, j'appelle ça le TPI, c'est simple. Oui. Le TPI, c'est le transport public individuel. Alors, vous voyez, ça, en principe, ça ne veut rien dire. Hein. C'est ce qu'on appelle un oxymore au langage. C'est-à-dire ça ne veut rien dire, puisque le transport public, par définition, c'est le non individuel. Donc le TPI, ça ne veut rien dire. Et pourtant, ça existe de plus en plus. C'est ça un paradigme émergent. Le TPI est un paradigme émergent. C'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus, il y en a déjà beaucoup, des formes extrêmement variées, très innovantes. Et donc l'avenir, ce n'est ni le transport public, ni le transport individuel, c'est le TPI. Enfin, il n'y a pas que ça, hein, je le dis un peu rapidement. Hein. Mais voyez, qu'est-ce que c'est qu'un paradigme émergent? François Roudier, c'est aussi ce que vous constatez, vous, c'est-à-dire cette espèce de... Finalement, l'automobile était un objet très individualisé jusqu'à maintenant, en moyen de transport, et aujourd'hui, on en est à parler de covoiturage et à voir émerger des véhicules collectifs individuels. C'est un peu compliqué à cerner ce qu'est l'automobile aussi aujourd'hui. Oui, effectivement, le ministère des Transports adore quand on lui dit que le futur du transport en commun, c'est l'automobile. Mais on les fait beaucoup rire. Mais en fait, ce qu'on voit actuellement, c'est une prolongation de ce qu'a toujours été l'automobile. L'automobile reste majoritaire dans les déplacements dans les métropoles. Alors dans le rural, je ne vous dis même pas, si vous n'avez pas d'automobile, vous êtes un être asocial, un cas social souvent même. Donc on se retrouve avec une automobile qui, de par le développement des métropoles, je reviens à la notion de métropole. C'est quoi une métropole? On a l'image, allez, c'est Céline, la ville est debout. Non, la métropole, elle n'est pas verticale, elle est horizontale. Lorsque j'ai commencé dans ma carrière en 90, j'allais à la SNECMA à Villaroche en passant par Sénart. C'était horrible, il y avait des petites rues, des petites routes, on se perdait au milieu des betteraves, c'était dangereux, pas d'indication, rien. 89 000 habitants en 1990. Actuellement, 139 000 habitants. Il y a 5 000 habitants nouveaux chaque année. Or, la métropole, c'est ça. C'est pas le centre d'une ville. Le centre d'une ville, dans certaines métropoles, devient même complètement dégradé, où là, il n'y a même plus de voitures, parce qu'on a effectivement des populations qui sont même à risque. Les grandes métropoles, si on prend la notion de métropole dans le terme je dirais, obligé, légal, tel qu'il est en France, on en a une quinzaine à peu près, ces grandes métropoles sont des villes qui s'étendent. Or, ces villes qui s'étendent voient leur population saturer les transports collectifs et, bien sûr, aussi saturer les routes. Donc nous avons affaire à un double problème. On aura de plus en plus besoin d'automobiles parce que pour aller du point A au point B, même si le point B est un point où vous allez prendre votre train, vous aurez besoin d'automobiles. Et M. Amar l'a souvent expliqué d'ailleurs dans ses écrits, la multimodalité maintenant va devenir la règle. C'est-à-dire que nous la vivons déjà. Lorsque vous partez en vacances, vous n'êtes plus dans l'ambiance années 60, en Dauphine, partir de Paris, arriver à Montpellier, crever. Non, vous prenez le TGV ou l'avion et vous louez une voiture sur place. Donc on consomme de la voiture différemment, mais on consomme toujours de la voiture. Mais ça veut dire quoi? Parce qu'on le voit évidemment dans les grandes villes et bon, la maire de Paris est souvent la bête noire des constructeurs automobiles et du CCFA en particulier. Mais maintenant, elle a un petit peu mis d'eau dans son vin avec notamment elle consulte les vrais constructeurs automobiles pour avoir un bon service. Maintenant que le Vélib et l'Autolib, c'est un peu plus compliqué qu'avant. Mais ça veut dire qu'il va y avoir quoi? Une population qui rejette la voiture dans les centres-villes intramuros et une population à l'extérieur qui ne peut pas s'en passer de cette voiture? Comment on fait cohabiter ces deux populations? Alors il faut espérer que c'est même pas pire que ça. C'est que vous avez trois populations. Parce que la métropole se développe comment? Elle se développe avec un centre-ville très riche. Alors, caricaturons, pour ceux qui connaissent le film, le nanar Zardoz des années 70, c'est la bulle où vivent les gens heureux et à côté les pauvres qui crèvent de faim. Elle se développe avec ce périurbain,
ce périurbain, qui est l'ambition de chacun. Et les gens, je crois que c'est le Jean Viard qui disait que les gens voulaient un jardin, un chien et un barbecue. Bon, on ne l'a pas forcément dans un appartement. Et vous avez le troisième problème, c'est les 20% de la population qui sont complètement laissés hors du système. On les connaît, ce sont les gens dans les cités des grandes villes. Donc tout ça, il faut le gérer. Il faut le gérer, c'est complexe. Je crois que l'actualité quotidienne nous montre que les fonds publics ne sont plus là. Les dépenses de l'État diminuent forcément. Donc l'avenir, le développement de transports collectifs, et j'emploie collectif non pas dans un sens de l'ancienne Union soviétique, mais de la collectivité, dire payé par la collectivité, vont devenir de plus en plus difficiles. Donc les solutions plus rationnelles d'automobiles ou de petites navettes, regardez tous les projets de navettes automatiques que vous voyez actuellement, ça ressemble à des minivans, ce ne sont pas des bus de 50 personnes. Oui. Tout ça peut-être va évoluer vers une propriété multiple des sociétés, des partages entre personnes. Donc on est dans ce point-là en France. Georges Amar, c'est la lecture que vous faites aussi. Vous avez, je disais tout à l'heure, travaillé aussi à l'évolution des modes de transport à la RATP. Mais vous avez ce sentiment-là que décrit François Roudier, que les voitures autonomes vont devenir quelque part des prolongements ou des concurrents peut-être même des transports collectifs qu'on connaît aujourd'hui ? Oui, ça c'est le phénomène global de l'hybridation, c'est un terme très général d'ailleurs. Et beaucoup de choses sont en train de s'hybrider, donc je l'ai dit avec le transport public, le transport individuel, il y a des hybridations technologiques, de motorisation, etc. Et donc il faut vraiment s'attendre à ce que les objets changent de nature. Mais je veux revenir en un mot d'abord sur le fond, si je peux dire le tableau, la toile de fond de toutes ces évolutions-là. Elles ne sont pas que technologiques, ni que techniques, ni même que économiques. Il y a des grandes évolutions qui sont sociétales, disons. Et c'est précisément le mot que vous utilisez, aussi, ce mot de mobilité. Alors, on peut dire simplement, le mot mobilité, c'est un mot un peu plus moderne pour dire transport et déplacement. Autrefois, on disait transport et déplacement. Bon, à mon avis, c'est pas du tout simplement un mot plus moderne. C'est pas du tout ça. C'est vraiment un grand changement. Alors, ce changement, d'ailleurs, si on veut vraiment prendre la mesure de ce qu'il y a derrière ce mot, mobilité, il faut même pas, c'est même pas mobilité qui est le bon mot. Le vrai nom, si je peux dire, du paradigme en train de s'imposer, c'est ce qu'on peut appeler la vie mobile. Vous voyez, c'est pas la mobilité, c'est la vie. Parce que la mobilité, c'est un changement dans notre manière de vivre extrêmement général. Si je devais l'expliquer en juste quelques mots, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui. Quand même, on est en train de passer, si vous voulez comprendre un changement de paradigme, il faut savoir de quel paradigme nous partons et vers quel paradigme nous allons. En général, on est encore un peu au milieu. Le paradigme que nous sommes en train de quitter lentement, c'est ce que j'appelle parfois le paradigme de la vie postée. Vous voyez, la vie postée, c'est tout simplement cette idée que toutes les choses de la vie se font quelque part. C'est simple, on étudie à l'école, on achète au magasin, etc. On se distrait dans des lieux. Chaque chose, les choses de la vie se font dans des lieux qui sont fixes au plan géographique, fixes au plan fonctionnel. Un magasin, c'est pas une usine, c'est pas une église, etc. Et c'est fixe au plan symbolique. Une école, c'est liberté, égalité, fraternité, etc. Or, c'est cette fixité-là qui est en train de disparaître. Désormais, toutes les activités de la vie peuvent se faire et se feront de plus en plus en mode mobile. Vous voyez, on peut en effet acheter en dehors dans un magasin, on peut étudier en dehors de l'école, on peut travailler bien sûr en dehors d'un lieu de travail, de plus en plus. Or cette transformation, oui, c'est pas une question de transport à la limite, la vie elle-même devient mobile. Ça, c'est une transformation extrêmement profonde qui touche même à notre rapport au temps et à l'espace. Vous voyez, on n'a plus le même rapport au temps. À la limite, j'espère ne pas vous blesser, mais l'époque de la vitesse, c'est fini. Vous voyez, la valeur vitesse. Disons que ça baisse. Quand je dis c'est fini, ça sera toujours un plaisir, la vitesse, pour ceux qui aiment ça. Moi, j'aime ça aussi, d'ailleurs. En tant que plaisir, ça va durer tout le temps. Mais par contre, pourquoi c'est en train de baisser? Parce que la vitesse, c'est le résultat de l'idée que le temps de transport est un temps perdu. C'est ça l'idée. Tant que le temps de transport est un temps perdu, il faut en perdre le moins possible, donc aller vite. Mais le temps de la mobilité n'est pas un temps perdu. On ne perd pas son temps dans un train, dans une voiture confortable. La durée de la mobilité, c'est de la durée vécue, de la durée utile. Mais si elle est utile, donc la vitesse, ça peut être un plaisir, ça peut être parfois très important, bien sûr, mais il y a beaucoup moins l'obsession de ne pas perdre le temps, parce que dans la mobilité, je ne perds pas mon temps, puisque la mobilité, c'est la vie. Vous voyez le changement complet de rapport au temps. Le rapport à l'espace est complètement transformé, lui aussi. Autrefois, quand vous donniez un rendez-vous quelque part. Vous fixiez le lieu. Maintenant, le rendez-vous, c'est une intersection de trajectoires. Chacun avec son téléphone mobile, où es-tu, etc. On peut se donner rendez-vous pratiquement sans fixer le lieu.
Vous voyez, c'est extraordinaire. Ouais. Désormais, un lieu, c'est une intersection de trajectoire. J'en parle en termes un peu abstraits comme ça. Mais vous voyez, le rapport, ça a changé énormément. Effectivement, je disais tout à l'heure, il y a 50 minutes par jour maintenant qui est du temps de transport aujourd'hui qui va devenir du temps libre quelque part demain. Temps de vie. Du temps voilà, disponible. La voiture, elle va devenir autonome, ça c'est une évidence. Et elle va devoir communiquer avec son utilisateur à l'intérieur et la ville autour. C'est-à-dire que c'est un outil communicant aussi. Alors, c'est très juste, et c'est la différence pour nous entre la mobilité et le transport. Mais j'aimerais juste répondre sur la vitesse, parce que c'est un sujet important, et le plaisir de conduire est significatif pour BMW, vous le savez. Donc la vitesse est un sujet d'actualité. La vitesse est toujours aussi importante, et juste pour votre information, nous n'avons jamais vendu autant de modèles M que l'an dernier, en 2017, et cette année, nous allons battre le record de l'an dernier. Simplement, la vitesse, c'est sur circuit. C'est dans un environnement, dans un écosystème, plaisir différent, exactement. Mais la vitesse est toujours d'actualité, mais en toute sécurité. Et là où je voulais réagir, c'est effectivement la différence entre mobilité et transport. C'est que pour nous, la mobilité, ça va plus loin que le transport. Et je vais prendre un cas qui existe aujourd'hui, un exemple qui est complètement d'actualité, c'est l'application BMW Connected. Quand on dit que BMW n'est plus constructeur automobile, mais fournisseur de services et de solutions de mobilité, c'est que quand vous roulez en BMW, vous avez sur votre smartphone, quand vous êtes en rendez-vous, j'étais au bureau tout à l'heure, il fallait que je vienne ici, j'ai une notification qui est venue, donc j'étais pas encore dans le mode transport, mais je commençais à préparer la mobilité, et j'ai une notification qui est arrivée sur mon smartphone, notification de l'application BMW Connected, qui m'a dit il faut partir maintenant parce qu'il y a 45 minutes de transport suite. Et l'acte suivant, c'est quoi? C'est d'envoyer, et c'est mon application, c'est mon Outlook, en fait l'agenda, qui a envoyé la destination dans mon GPS, et la mobilité a démarré dès ce niveau. Ensuite, on est passé dans le mode transport, mais c'est bien pour dire que la mobilité va beaucoup plus loin que le transport pur, et la connectivité est un élément très important parce que l'expérience doit anticiper le mode transport et suivre le fait d'être arrivé à destination, ou on peut aller sur la multimodalité qui est disponible aujourd'hui sur la BMW i3, et la mobilité pour BMW c'est l'automobile, mais si jamais il y a un bouchon sur l'autoroute A13 pour venir ici, on gare sa voiture et le GPS va vous donner le transport à suivre en transport en commun pour pouvoir arriver à destination. François Roudier, qu'est-ce que ça change, cet avènement de la voiture autonome, de la voiture intelligente, de la voiture connectée à son environnement pour les constructeurs automobiles, hormis forcément des défis technologiques qui doivent passionner tous les ingénieurs motoristes qui existent dans ce pays, et Dieu sait si on en a des bons, mais qu'est-ce que ça change fondamentalement dans l'approche de la voiture et de la conception de la voiture? C'est vraiment la troisième révolution de l'automobile, et j'emploie le mot révolution à juste titre. On change tout. Et on change de métier. Vous avez eu 3 révolutions. La première, c'est l'arrivée de la voiture. La deuxième, c'est la voiture populaire après la Deuxième Guerre mondiale. Et maintenant, c'est ces nouvelles voitures qui vont devenir intelligentes et qui s'intègrent, comme le disait Vincent Salimon, dans des systèmes que vendent les constructeurs. C'est-à-dire qu'on va vendre peut-être plus de systèmes d'usage de la voiture que de véhicules. Mais cette révolution qui est en train d'aller très très vite. Vous savez, cet après-midi, j'avais une réunion sur le véhicule autonome. C'est effrayant. Ce sont plutôt les problèmes législatifs qui nous bloquent que la technique. Et c'est peut-être même carrément aujourd'hui le concurrent d'un Renault ou d'un Peugeot. C'est plus Google, Amazon ou Apple quelque part. Écoutez, nous dans l'industrie automobile, on se souvient de Hispano-Suiza, de La Haye, Talbot, tous les morts. L'histoire de l'automobile, c'est un cimetière. Donc, on se méfie quand même. On se méfie, et souvenez-vous qu'il y a 5 ans, effectivement, on voyait ces grands géants arriver comme des leaders de l'automobile. Puis à un moment, ils ont compris que finalement, dans l'automobile, il y avait un client, que ce client, des fois, il était difficile, il n'aimait pas forcément le plastique, qu'il fallait changer des freins. Les freins, même connectés, ça restera quand même des freins, et une plaquette de freins reste. Il vaut mieux que ça reste des freins, d'ailleurs. Il y a quand même une base automobile qui est assez essentielle. C'est pas parce qu'un client va avoir une voiture connectée, qui fait papa-maman et qui peut passer en mode autonome, qui va accepter d'avoir son plaisir et sa qualité de vie qui est dégradée. Surtout, en plus, si on lui a dit, vous avez une voiture autonome que vous pouvez mettre en mode autonome, n'oubliez pas que le client, il est libre. S'il ne veut pas le faire, il ne le fait pas.
Et quand vous êtes en mode autonome, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez vous reposer, vous pouvez travailler. Hein. La première fois où j'ai entendu parler de voitures autonomes aux États-Unis, on m'a dit c'est bien, les gens vont pouvoir travailler plus. Oui, c'est très américain comme façon de voir les choses. Mais en attendant, ce qui est quand même très surprenant, c'est qu'aujourd'hui, les constructeurs automobiles, les équipementiers, préfèrent aller au CES de Las Vegas qu'à Détroit quand ils vont aux États-Unis. Aujourd'hui, ce qui se passe dans l'automobile, c'est de la technologie pure. Bah écoutez, c'est ce qui a été dit tout à l'heure par David Puech, qui représente notre sublime filiale, qui est le AMC, qui organise le mondial de l'auto. C'est ce qui nous a conduit dès 2016 à dire, soit on continue le salon à papa, c'est-à-dire qu'on met des voitures par terre, on laisse rentrer les gens et puis au revoir, on distribue des plaquettes, soit on change complètement de mode. Hein. L'automobile de demain, même si le client il vient acheter un Ludospace, il veut savoir à quoi ça ressemble. La frange entre ce qui était B2B, B2C devient de plus en plus fine. Regardez dans les flottes automobiles, même si un cadre va avoir sa voiture, donc finalement on pourrait se dire il ne peut pas être vraiment intéressé par le modèle de voiture qu'il a. Regardez les crises qu'il y a dans les entreprises parce qu'on ne veut pas telle bagnole, on préfère une autre. Bon. Donc on est dans un concept où les salons automobiles reflètent la révolution, et je dirais même la crise actuelle de l'automobile. Le marketing automobile est dans une situation extrêmement difficile et tout change actuellement. Donc vous voyez, la notion de révolution, elle est complexe parce que ça veut dire qu'on va lancer pas mal de choses dont certaines n'aboutiront pas. Donc après, c'est une table de poker. Ceux qui vont rester sont ceux qui ont les moyens de miser. On est en train de parler de révolution technologique. Ça signifie que dans le rapport à la ville, il faut aussi une révolution des infrastructures, au-delà même des habitudes et des demandes des usagers. C'est-à-dire que si on veut des voitures électriques, si on veut des voitures autonomes, il faut des bornes, il faut peut-être des bornes de recharge, mais aussi des pompes à hydrogène. Enfin bref, il y a tout un enjeu d'aménagement du territoire qui est pris en compte, selon vous, anticipé aujourd'hui ? Oui, ça va commencer. Hein. Ça va commencer. Ça a déjà commencé un peu avec les bornes, les prises électriques, mais il y a un autre aspect de l'adaptation, si vous voulez, du territoire urbain, d'urbain qui me paraît très intéressant, c'est l'adaptation de la ville à la mobilité. Hein. Il y a vraiment une évolution vers la ville mobile, on pourrait dire, et je vais donner simplement des exemples qui sont plutôt des indices que des choses massives, mais qui sont intéressantes. De plus en plus, on voit apparaître, au fond, des lieux de la ville qui sont des lieux pour la mobilité. Hein. On avait ça depuis déjà un moment donné. Il y a déjà un moment où on pouvait acheter son McDo en drive-in, par exemple. Hein, vous voyez, c'est drôle comme image. Hein. Bon, de plus en plus, on a désormais, par exemple, l'apparition de ce qui s'appelle les tiers-lieux dans l'urbanisme et dans la société urbaine. Un tiers-lieu, d'ailleurs, le mot tiers veut simplement dire que c'est ni domicile ni travail. Hein. Or, ces tiers-lieux, on en voit fleurir de beaucoup dans les grandes villes comme Paris et dans toutes les villes. C'est les lieux qu'on appelle de coworking. Donc, c'est pas un lieu de travail, c'est pas à la maison. Vous voyez, ce n'est même plus d'ailleurs l'opposition du télétravail au travail au bureau. On est dans des lieux intermédiaires qui sont des lieux de la mobilité. Et ces démarches-là se généralisent. On a donc tout ça se fait en anglais, bien sûr. Vous avez du coworking, du co-homing, les gens vivent ensemble, et même du co-living. Les gens organisent leur vie ensemble. C'est assez curieux. On retrouve des formes presque villageoises, mais curieusement, c'est au cœur des villes. Donc, toute une évolution de la ville, sous beaucoup d'aspects, qui est la ville des gens mobiles. Et ça va transformer complètement et la structure urbaine et la manière de se déplacer. Oui. Vous me laisserez tout à l'heure dire quelques mots quand même des orientations de l'automobile elle-même. Oui, mais j'allais vous poser, et on va y revenir de toute façon en détaillant ça, mais par rapport, et je reviens sur vous tout de suite après, Georges Amar, mais comme on parle un peu de carburant aussi et de véhicules autonomes, on continuera à rouler au diesel, François Roudier ? C'était la question. On continuera à rouler avec des carburants liquides. On avait notre réunion de l'association internationale en Indonésie et lorsqu'on parlait d'électrique et de la joie d'avoir des véhicules électriques, PHEV, etc., mes amis indonésiens et brésiliens ont dit écoutez, nous on a de l'huile de palme, nous on a de l'éthanol, c'est pas demain qu'on va passer à l'électrique. Les Indonésiens sur sont des échelles 260 millions. Ils sont un tout petit peu différents des autres. Mon collègue m'a fait comprendre qu'il avait 130 millions d'Indonésiens qui avaient moins de 30 ans, que s'ils n'avaient pas une voiture, s'ils ne pouvaient pas consommer, ils prenaient un fusil. Donc c'est un autre monde. Voilà. Donc au niveau mondial, lorsque vous regardez les études qui ont été d'ailleurs assez intéressantes entre le Boston Consulting Group, Roland Berger et d'autres, on arrivait sur une structure où entre 44 et 55% des ventes se faisaient toujours en carburant liquide. Alors,
le vrai problème pour les constructeurs, c'est C'est-à-dire fossile ou pas? C'est fossile, ça qu'on veut dire, fossile, hein, d'accord. fossile. Le vrai, voilà, les biocarburants. Alors, du coup, vous aviez les carburants fossiles, les biocarburants, l'électricité pure, l'hybride, le petit hybride, le mild hybride, et puis l'hybride complet, l'hybride plug-in. Tout ça est une horreur lorsqu'on est constructeur automobile. Il faut savoir que notre rêve, c'est la voiture mondiale, une seule voiture, comme c'était Ford, hein, pour que vous avez le choix entre les couleurs tant qu'elle est noire. Voilà. Donc, on se met à avoir une diversité de motorisation qui entraîne derrière des dépenses phénoménales. Ouais. Et on ne change pas une ligne de produit comme ça dans la nuit. Ouais. Donc c'est vraiment quelque chose de complexe. C'est complexe pour les constructeurs et derrière toute la filière équipementière. Ça, et on va y revenir parce que ça implique aussi des nouveaux métiers, des nouvelles compétences et vous y êtes sûrement confrontés. Mais puisqu'on parle de carburant, évidemment, Agnès Dumège, comment ça se passe quand on est un géant du pétrole, même si on fait un peu d'électricité? C'est la fin d'un monde là qu'on voit arriver ou pas? Oui, il faut penser quand même à cette prise de conscience, on va dire écologie, mais prise de conscience de la planète. Le transport, c'est la moitié des émissions de CO2. Je parle de tout le transport, pas uniquement terrestre. Et il faut agir. Là, tout le monde en est conscient. Et la réponse va passer par vraiment un multiple échantillon de solutions. Et c'est vrai qu'il faudra plusieurs réponses. Il faudra plusieurs motorisations, plusieurs sources d'énergie et plusieurs comportements. Oui. Tout cela va évoluer. N'oublions pas que nous venons d'une période de plus de 50 ans, monolithique, une seule énergie, c'était le pétrole, les essences, le diesel. C'était des stations-service, une seule source, un seul type d'approvisionnement. Demain, de la même façon qu'on travaille dans différents endroits, on va aussi pouvoir charger sa voiture éventuellement au domicile ou sur différents parkings. Tout est en train d'évoluer. Et c'est vrai que pour nous, c'est une confrontation majeure. C'est un défi aussi, quelque part. C'est un défi de survie. Et nous le prenons, on va dire, à bras-le-corps. Nous commençons donc à installer des bornes de charge électrique, mais des charges qui seront ultra rapides, puisque c'est la mobilité, la distance qui viendra dans nos stations et qui font qu'on aura un besoin à ce moment-là. Nous installons aussi de la recharge sur le gaz. Nous travaillons assez proche avec les différents constructeurs européens pour suivre avec eux les tendances et les besoins. Nous savons que cette évolution va reposer... Tout le monde a envie que l'on change les voitures, que l'hydrogène arrive, que l'électricité arrive. Mais il faut que des voitures arrivent et il faut qu'il y ait des stations qui offrent l'énergie. Et les deux vont aller ensemble. L'un attend l'autre et vice-versa. Et on doit vraiment tous travailler dans cet écosystème. Georges Amar, ça vous parle effectivement, parce que là, on est clairement dans ces différentes évolutions. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de voir que ce sont les acteurs privés qui sont en train de se soucier finalement d'un aménagement qui devrait être de l'ordre du public. Mais c'est à eux de le faire. Mais la voiture, elle est en train de vivre une succession de... On y est un peu obligé aussi. Avec les gouvernements interviennent, les villes interviennent. Oui. Donc on répond aussi. La voiture. On voit qu'on est dans l'hybridation, toujours. Ouais, c'est ça. Pour moi, il y a deux grandes quand même bifurcations, enfin évolutions radicales. L'une un peu moins radicale et l'autre encore plus. La première quand même, c'est, je donne des petits noms moi pour m'amuser. J'appelle ça la transvoiture ou la voiture transmode. Vous voyez. Et vraiment, alors ça, si on veut comprendre, vous l'avez dit, c'est en matière c'est les usages en fait. C'est quand même les usages. Alors le paradigme dont nous sortons lentement. Je donne un petit nom, j'appelle le paradigme 1P, 1C, 1V. Ça fait un peu jargon, mais un propriétaire, un conducteur, un véhicule. C'était ça l'automobile. Enfin, je dis c'est encore. Ça a été ça le paradigme dominant de la fin du XXe siècle. Un propriétaire, un conducteur, un véhicule, et d'ailleurs en général une seule personne à bord. En plus. Bon. On est en train de passer à quoi? On est en train de passer très simplement que vous remplacez le 1 par X. X, alors ça fait un peu une équation bizarre, XP, Y, C, ZV. Vous voyez, bon. Et là, c'est-à-dire, ça peut être 1 entre 0 et N propriétaires, entre 0 et N conducteurs, même 0 puisque c'est autonome, entre 0 et plusieurs véhicules. Vous voyez cette explosion de modèles. Les modèles d'usage sont en train d'exploser. Oui. C'est pas que du covoiturage et du partage. Énormément de modèles sont en train de s'expérimenter d'ailleurs. Et alors, vous voyez, donc c'est ça la grande révolution. La première grande révolution, c'est l'hybridation des usages. Et ça va être, il y a beaucoup d'innovations en cours. Il y en aura encore plus. Et la technologie va venir au secours de ça, bien entendu. Alors, il y a beaucoup d'autres hybridations, mais je ne fais que les mentionner. Mais par exemple, l'hybridation transport de véhicules, transport de personnes, transport de marchandises, elle aussi, elle va arriver. Bien entendu, toutes ces segmentations-là sur lesquelles nous avons vécu sont en train de s'estomper. Je ne dis pas que tout ça va disparaître d'un seul coup, mais vraiment, c'est ça la révolution conceptuelle des usages.
Deuxième petit mot. À mon avis, la grande aussi ouverture sur l'automobile de demain, quand même, parce qu'il faut essayer de la penser, on pourrait l'appeler, mais il faut bien étudier le mot, la smart car. Le mot, bon, le mot est facile. Simplement, il faut bien ça existe entendre, déjà, je crois d'ailleurs. Bien sûr. Il faut bien entendre ce qu'on veut dire par smart, encore une fois. Oui. Alors, soit smart, vous l'interprétez comme étant, au fond, le numérique. C'est-à-dire, vous prenez votre car, vous prenez votre système, vous versez du big data à plein tube, vous saupoudrez de capteurs en pagaille, vous injectez des algorithmes. Bon, et d'ailleurs, je dis ça un peu en ironisant, mais ça, bien sûr que c'est ça. C'est la voiture intelligente à tout point de vue. Mais il y a une autre façon de comprendre le smart que j'ai évoqué tout à l'heure en parlant du smartphone. Vous voyez, en disant, le smartphone, c'est pas du tout un téléphone intelligent. Enfin, bien sûr qu'il est intelligent. C'est pas du tout ça. Ça n'est pas un téléphone. C'est une transmutation. La smart car ne sera pas une car, si je peux dire. Ça sera quoi? Alors, je vous en donne deux petites pistes possibles, 2 ou 3 pistes possibles de c'est quoi une voiture qui n'est pas une voiture. De même que le smartphone n'est pas un téléphone. J'en vois au moins 2 ou 3 des pistes. Et je leur donne des petits noms, là aussi, pour fixer les idées. Le premier, c'est ce que j'appelle parfois le corps mobile. Le vrai successeur de l'automobile, c'est le corps mobile. C'est le corps. La grande nouveauté, c'est le corps, si je peux dire. Le corps augmenté, comme on dit, le corps équipé. Alors, on voit déjà apparaître des équipements du corps. D'ailleurs, la grande star de la mobilité urbaine aujourd'hui, c'est pas la voiture, c'est le vélo. C'est assez curieux, d'ailleurs. C'est pas nouveau, le vélo. Aujourd'hui, vous voulez être une ville moderne, il faut du vélo. Bon, or le vélo, c'est intéressant parce que le vélo, c'est un équipement d'augmentation du corps. Il faut se souvenir, les mots sont parlants. Vélo, ça vient de vélocipède. Vous savez, le mot vélocipède, c'est un mot très, très amusant. Ça veut dire vélox bipède. C'est le bipède augmenté. Je pense qu'un des avenirs du véhicule en général, ce sont ces drôles de machins, des exosquelettes parfois, des machins qui sont à une place. Qu'est-ce que c'est qu'une voiture à une place? C'est assez curieux. On commence à voir apparaître, etc. Donc toute cette dimension où le centre de gravité, c'est le corps. C'est l'augmentation du corps. Donc ça peut être aussi des voitures qui font du bien au corps, qui traitent le corps, qui massent le corps. Donc premièrement, le corps mobile. Et le deuxième grande orientation possible, je lui donne ça aussi un petit nom, j'appelle ça le lieu mobile. Voilà. Le lieu devient mobile. Il n'y a pas besoin d'être quelque part pour faire quelque chose. Donc, un des avenirs de l'automobile, c'est une cabine, c'est une cellule. Ça peut être une cellule de méditation, ça peut être un lieu de travail, bien entendu. Je pensais tout à l'heure en plaisantant, mais les Américains ils travaillent. Nous, on avait la formule boire ou conduire, il faut choisir. Désormais, on pourra boire et conduire, si je peux dire. Voilà. C'est-à-dire, en effet, la voiture devient un lieu. Alors, qu'est-ce que c'est que ce drôle de lieu? Donc, on va avoir des grandes variétés. On va pouvoir se donner rendez-vous dans une voiture pour travailler. Donc, il va falloir s'adapter à ça. C'est pas tout à fait nouveau, tout ça, mais l'évolution est extrêmement puissante. Alors, il y aura des formes extrêmement nouvelles, des usages de la voiture, qui ne sera pas exactement une voiture. On pourra encore aller de A à B. De même qu'avec un smartphone, on peut aussi téléphoner, quand même. C'est pas interdit. On pourra encore rouler avec une voiture, bien entendu, et même vite. Mais ça ne sera plus qu'un des usages, une des fonctions, une des créations de valeur, surtout. La valeur de la voiture va être beaucoup plus large. Donc la voiture a beaucoup d'avenir, mais ce ne sera peut-être pas une voiture. Nadège Scapin. Ce que décrit Georges Amar aussi, c'est quelque part un nouveau rapport à la voiture. C'est une voiture qui n'est plus tout à fait à soi, qui peut être partagée, qui peut être un usage. Quand on s'occupe de l'entretien de la voiture, est-ce que ça change aussi un peu les choses? C'est-à-dire ce rapport qui évolue à la voiture et donc peut-être à moins de respect. Enfin, si je prends l'exemple des Autolib, on sait bien qu'un des problèmes des Autolib, c'est qu'elles sont dans un état épouvantable. Mais pourquoi? Parce que c'est pas sa voiture. Est-ce que du coup, ça veut dire que ça change les choses aussi quand on est Carglass et qu'on est censé absorber la technologie et puis et travailler aussi sur l'entretien? Alors, la vraie question, effectivement, quand on intervient dans le monde de la réparation, alors j'étais ravie d'entendre François Rédier dire que le parc allait progresser, parce que c'est forcément le premier enjeu. Plus il y a des voitures, plus il y a possibilité d'avoir du sinistre, du bris-glace. Je sais que ça va piquer, mais c'est quand même effectivement un des enjeux qu'on va avoir à adresser, parce que tous ces changements de voitures, qu'ils soient autonomes, etc., à un moment donné, c'est est-ce qu'il y en a plus, est-ce qu'il y en a moins, est-ce qu'on va avoir à faire face à plus de sinistres et plus de sinistres vitrages, du fait de ces évolutions. Le rapport à la voiture. Mais vous avez aussi du vitrage intelligent. Alors voilà, le rapport sur la logique de l'usage, la question que vous posiez, je pense que dans la salle, on en est à peu près tous conscients. On voit déjà chez Carglass, on intervient évidemment tant sur des véhicules de particuliers qui sont propriétaires de la voiture et dans le monde de l'entreprise, on voit bien déjà le rapport
à la voiture. Je pense qu'on peut déjà dire, même au sein d'une entreprise, quand on a un véhicule de fonction et que c'est un véhicule de service, je pense qu'on voit aussi déjà la nuance. Et c'est pas pour rien que les fréquences que l'on constate, notamment dans le cadre du bris-glace, sont plus importantes dans le monde des flottes. Oui, parce que les véhicules roulent plus, mais c'est aussi parce qu'on s'en fiche un peu plus de l'état dans lequel on pourrait rendre le véhicule. Donc, qui est effectivement des véhicules partagés dans les villes, on se dit que ça peut avoir. Enfin, la question qu'on va se poser, c'est quel est le nombre de sinistres demain ? Voilà. Est-ce qu'il y en aura plus ? Est-ce qu'il y en aura moins ? Alors évidemment, la boule de cristal, on ne l'a pas du tout, mais c'est forcément, encore une fois, on y est très très attentif. On ne perçoit pas de chute drastique, justement du fait de cette utilisation un peu dégradée, on va dire, de la voiture. Et après, c'est ce que vous évoquiez effectivement, Martial, c'est clairement le véhicule autonome et son incidence sur les sinistres. Donc est-ce que le véhicule autonome demain va faire qu'il y aura moins de sinistres, au sens large ? Certainement que oui. Sur le vitrage, là, tout de suite, j'ai envie de dire, je ne le crois pas, puisqu'il y aura toujours des pare-brises et a priori toujours en verre. Donc, il faudra toujours les réparer, les remplacer. Donc, c'est une bonne nouvelle. Pour autant, ce qu'on projette, c'est quand même une évolution du coût quand même de ce sinistre, puisqu'on est quand même sur des véhicules qui sont mieux équipés, qui sont plus coûteux, évidemment. Ce qu'on constate déjà. Hein. Donc, ça va poser, je dirais, juste 2 enjeux. Je finirai sur ce point. C'est faire appel à des gens qui sont en capacité de le faire, bien sûr. Donc, ça fait évoluer nos métiers dans le monde de la réparation. On ne s'improvise plus réparateur, je pense au sens large. Ce sont vraiment des métiers d'experts, donc il faut former. Et c'est aussi beaucoup de pédagogie vis-à-vis des conducteurs. Il ne faut pas sous-estimer le fait que quand on accueille dans nos centres, la plupart des conducteurs ne savent pas ce qu'ils ont entre les mains, ne savent pas du tout comment est fait leur voiture et ce que ça implique pour eux. Donc il y a énormément de pédagogie, beaucoup de formation autour de ça. Et je finirai sur un dernier sujet, j'ai évidemment pas de réponse, mais c'est quid à un moment donné de la responsabilité, notamment dans le cas des véhicules autonomes. Quand un réparateur comme Carglass intervient sur un véhicule, on l'a vu dans le cas des calibrages de caméras embarquées, ça a posé de vraies questions. On fait pas, imparfait, pas imparfait. Qui est responsable de tout ça ? Et ça fait partie des enjeux qu'on doit adresser. Et c'est effectivement ce qu'évoquait François Roudier tout à l'heure avec les enjeux de législation aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on constate que tout le monde veut comprendre comment marche la blockchain, mais personne ne sait comment fonctionne un moteur diesel. Et s'en fiche un peu d'ailleurs. Mais François Roudier, justement, ces nouvelles voitures, cette nouvelle mobilité implique donc des nouveaux métiers. On sait les former, on sait les identifier, ces nouvelles compétences ? Oui, on a vu par exemple qu'il y a des postes de directeurs commerciaux dans les bistrots pour vendre des voitures aux gens qui sont alcooliques mais qui auront une voiture autonome. Oui, il y a plein de choses. Voilà. Il n'y avait pas forcément pensé, mais ça peut être un avenir. Non, on sait évaluer ce dont on va avoir besoin. Pour l'industrie, c'est complexe, parce que lorsque vous aurez à essayer de débaucher un jeune qui est payé 3 fois le prix qu'on peut le payer chez Apple, tout de suite, ça met un système différent. Hein. Et lorsqu'on intègre des startups, moi je l'ai vu chez mes constructeurs français, c'est intéressant parce que les personnels ne sont pas vraiment gérés par la DRH. Ouais. On les laisse faire. S'ils veulent travailler 36 heures, ils travaillent 36 heures. Par contre, quand c'est la semaine du Japan Manga Week, vous ne le voyez pas, il ne faut pas leur demander trop boulot. Ouais. Bon, on est dans des fonctions très différentes maintenant. Et progressivement, on voit qu'on a besoin de gens dans nos industries qui comprennent ce que c'est que l'individualisme. Notre société va vers l'individualisme. Vous l'avez bien expliqué, le vélo, bon, il y a des tandems certes, mais enfin majoritairement on est tout seul. Ouais. Et on le voit dans les ventes de voitures. Regardez comment la personnalisation marque le pas. Parce que maintenant tout le monde veut sa voiture avec des rétros différents de ceux du voisin. Il n'y a aucune raison pour que tout ça change. Donc, on va avoir, nous, à gérer une complexité phénoménale avec des besoins extrêmement spécifiques de clients. Bah, il faut que derrière, les gens qui inventent nos voitures, qui vont les vendre, qui vont les réparer, soient capables de comprendre tout cela. Donc, finalement, le concessionnaire, il va faire le métier des directeurs de flotte auto, quelque part. Oui. Oui, on a des métiers qui risquent effectivement de se retrouver très très proches. L'évolution de certains systèmes chez les constructeurs fait qu'on voit que c'est le constructeur qui va posséder l'auto et qui va la louer. Hein, ouais. Donc on est dans un système de révolution vraiment, et tout ça est quand même assez intéressant parce qu'on voit que l'auto reste un plaisir. Hein. Il y avait une excellente question, on posait avec quoi les intervenants sont venus ce soir. Ben moi je suis venu avec une 108 que j'ai en LOA. Le week-end, j'étais avec une Insignia Tourer de 235 chevaux allemande 4x4. Il y avait un peu de route à faire. Qui est impossible à faire fonctionner ici. Et en vacances, j'aurais une Mustang décapotable. Donc le plaisir de la voiture même existe, pas une petite mais BM, la consommation... Mais si, Vincent m'a promis de me donner la i8 qui est là, mais bon, on va en reparler. Ah, j'avais compris. Bon, très bien. Écoutez, merci beaucoup à vous 5 pour ces éclairages. Je vous demande de les applaudir parce que je vais rejoindre, pour conclure,
Merci à François Roudier, merci à Georges Amar, merci à Vincent Salimon et Nadège Scapin ainsi qu'Agnès Dumège. Merci à vous cinq.